Bonjour à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous commençons. Je suis Anderson Da, chef de la division guichet des services au PME au sein de l'agence Côte d'Ivoire PME. Et au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Salim Gomba, qui s'excuse parce qu'il a été sollicité par l'Union européenne pour une intervention au FEMUA ce matin donc. Et il tient à vous remercier d'être déjà si nombreux connectés. Et en son nom, je voudrais donc ouvrir cette session de formation en ligne, de webinaire. Remercier en son nom également le partenaire Mazars Côte d'Ivoire, ici représenté par M. Mamourou Samake, qui est l'un des experts de Mazars Côte d'Ivoire avec bien d'autres de ses collègues. De nous remercier donc au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, le directeur général de Mazars Côte d'Ivoire, ainsi que toute son équipe qui travaille donc à accompagner les entrepreneurs, les PME en particulier en Côte d'Ivoire. La thématique de ce jour, c'est la conduite du changement et le leadership, ou leadership et conduite du changement. L'idée ici pour l'agence, c'est surtout d'accompagner les leaders de groupements et associations de PME pour les amener donc à relever les défis qui s'imposent à eux dans un contexte de pandémie avec plein de paramètres qui sont survenus, liés donc, je dirais, aux conséquences, aux effets néfastes de la pandémie. Voilà. En Côte d'Ivoire, les PME, c'est pratiquement 80% au moins du tissu économique national, 23% des emplois, 12% de l'investissement national. Il convient donc pour l'agence Côte d'Ivoire PME dans sa mission de soutenir l'écosystème, de renforcer les capacités techniques et managériales des dirigeants de groupements et associations de PME, à l'effet donc de les amener à surmonter les contraintes liées à la pandémie et même en dehors de la pandémie. Et c'est ce pourquoi l'agence n'a pas hésité à tisser un partenariat stratégique avec Mazars Côte d'Ivoire dans le cadre donc de la tenue de ce webinaire, afin donc de vous accompagner et de permettre à ce que vos différents membres disposent donc de leaders, de dirigeants davantage bien formés pour mener, je dirais, à bien les différentes missions pour lesquelles vous avez bien voulu mettre en place ces groupements, associations et fêtières. Une fois de plus, nous tenons à remercier, au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, tous les partenaires, les institutions ministérielles, les organismes de développement, tous les responsables, les dirigeants de groupements et fêtières de PME qui prennent part à ce webinaire. La parole est à présent à M. Mamourou Samake, qui va se faire fort de nous entretenir sur la thématique du jour. Bonjour, M. Mamourou Samake. Bonjour, M. Nda. Voilà, c'est un plaisir de vous entendre après quelques difficultés techniques que nous avons rencontrées depuis 9 heures. Voilà, et maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Vous avez donc la parole, M. Mamourou Samake, sans plus tarder, pour votre intervention, s'il vous plaît. Les micros et les vidéos ont été expressément coupés par la technique. Quand il viendra la phase des questions ou des contributions, vous aurez à cliquer sur l'icône de main levée au bas de votre écran et nous allons ouvrir vos micros pour que vous puissiez contribuer ou poser vos questions aux conférenciers. Bonne formation à toutes et à tous et je vous remercie au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Monsieur Mamourou, vous avez la parole, s'il vous plaît. Donc, merci, M. Nda. Bonjour à tous. Déjà, désolé pour ce retard. Donc, ce sont les aléas du direct de la technologie. Bon, heureusement, tout est rentré dans l'ordre, donc on va démarrer. Donc, j'aimerais aussi donc commencer par remercier donc l'agence PME qui nous a associés donc à cet événement. Et donc, ça sera 2 heures d'échange durant lesquelles nous allons vraiment partager notre expertise. Ou aussi, on espère qu'on aura des retours de votre part sur l'expérience que vous avez vécue. Et derrière aussi, on pourra débriefer.
Les micros sont coupés, mais il y a la partie chat. Vous pouvez aussi commencer à poser vos questions là-bas. Et puis, ça va nous permettre aussi d'avoir un lot de questions. On pourra traiter certaines en même temps que la présentation et le reste, ça sera donc pendant la phase de questions-réponses. Donc, on a été brièvement présenté. Là, je vais d'abord commencer par nous présenter donc, les collaborateurs de Mazars, ensuite Mazars, et puis derrière, on traitera le sujet. Donc, pour mettre un peu les visages sur les noms, donc on a mis ces petites photos-là. Donc, je suis Mamoru Samake, Senior Manager au sein du cabinet Mazars. Je suis en charge de la ligne de service technologie et digital consulting. Et donc, notre mission, c'est de trouver des solutions technologiques et business pour accompagner nos clients, pour les rendre beaucoup plus efficients dans leur façon de travailler, de leur apporter les outils technologiques pour résoudre leurs problèmes et faire d'eux donc des entreprises leaders sur le marché. Donc, nous accompagnons aussi bien les petites, moyennes que les grandes entreprises. Donc, je suis diplômé de Télécom Sud Paris, donc école d'ingénieur en France, certifié Scrum Master et Product Owner, donc 2 méthodologies de gestion de projet agile. J'ai démarré ma carrière à l'Union internationale des télécoms en Suisse. Ensuite, j'ai rejoint le groupe BNP Paribas, donc sur la partie traitement des titres financiers. Et après ça, j'ai fait une grosse partie de ma carrière à Capgemini, donc qui est donc le premier cabinet en France de technologie, donc une SS2I, et 5e au monde. Et là, j'ai fait 7 ans et j'ai rejoint Mazars donc en 2019 en tant que responsable de la ligne de service technologie et digital consulting. Et donc, les expertises que je couvre, donc, on a la transformation digitale, la gestion de projet qui contient également la conduite du changement, thème sur lequel je vais vous entretenir aujourd'hui. Je suis également de la gouvernance des systèmes d'information, de l'audit des systèmes d'information et la cybersécurité. Et donc, aujourd'hui, je devais vous présenter cette thématique avec mon collaborateur Ghislain Yabo qui s'excuse, malheureusement, il ne pourra pas être donc, de la session. Et donc, lui, il est responsable donc, de la partie management des risques et management consulting. Alors, brève présentation de Mazars, donc la société où je travaille. Donc, Mazars est une société d'audit et de conseil. Et donc, dans la base française qui s'est déployée dans plus de 90 pays, avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros et plus de 40 000 collaborateurs à travers le monde. Donc, vous voyez un peu les pays qu'on couvre. Et donc, en termes de services, nous avons une grosse partie sur l'audit, mais on fait également d'autres services, donc l'externalisation de la fonction comptable, le conseil, donc IT, risque et autres, les services financiers, la fiscalité et les services juridiques. Donc, voilà, plus bas détaillé les différentes offres par service et vous aurez l'occasion de découvrir lorsqu'on vous partagera donc les supports. Donc, on intervient dans plusieurs secteurs d'activité, la consommation, l'énergie, les services financiers, industrie. On travaille également avec des grandes structures, des ETI internationales, des PME, des organismes publics. Donc, on sait s'adapter en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, en Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 60 collaborateurs et représentés par M. Zana Kone et Elvis d'Oliveira. Nous avons des expertises donc, sur le marché en gestion de projet, audit, gouvernance de risque. Et donc, on accompagne plusieurs structures, dont l'Agence Côte d'Ivoire PME aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer la thématique de ce jour. Et donc, pour la traiter, nous avons choisi donc, le cheminement suivant. D'abord, commencer par les concepts clés. Je pense qu'il est vraiment intéressant, primordial, qu'on soit aligné sur les termes qui seront utilisés pendant cette session. Et aussi, ça va permettre aussi de clarifier les différents termes qui sont souvent utilisés à tort et à travers pour définir un peu tout ce qui est gestion du changement ou leadership. Donc, la première étape, on sera sur les fondamentaux, donc la définition des concepts clés. En deuxième étape, on verra donc le management du changement, donc comment conduire un projet de changement, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les leviers dont on a besoin pour pouvoir réussir
son projet de changement. Donc, on va passer sur la méthodologie en première étape. Ensuite, on va passer sur la gestion de ce changement-là. Donc, comment est-ce qu'on conduit un projet de changement? On finira donc par mettre en lumière les erreurs à éviter, donc des erreurs qui peuvent nous envoyer droit dans le mur, qui peuvent vraiment détruire tous les efforts qui ont été fournis donc, pour réaliser ce projet de changement. Et dernier point, donc, c'est l'ensemble des tips et éléments sur lesquels on doit ou on peut travailler pour développer son leadership. Donc, nous allons démarrer par les concepts clés. Donc, le premier concept clé que nous aborderons, donc, c'est le changement. Donc, qu'est-ce que le management du changement? Donc, la définition théorique, c'est le management du changement dessine l'ensemble des processus qui permettent à une entreprise de prévenir, corriger l'ensemble des externalités négatives pouvant influencer son activité. Tout simplement, ça veut dire quoi? On décide de passer d'une configuration A à une configuration B ou d'une stratégie A à une stratégie B. On est capable d'identifier les changements à exécuter pour atteindre cet objectif-là. Mais par contre, on peut faire face à des aléas, à des réticences, à différents problèmes. Et donc, tout le dispositif qui sera mis en place pour pouvoir traiter ces aléas, faciliter l'atteinte de l'objectif, donc peut être considéré comme un processus de management du changement. Voilà. Et donc, pour réaliser ce processus de management de changement, il faut un leadership. Il faudrait que quelqu'un puisse accompagner ce processus-là, pouvoir dynamiser toutes les personnes qui sont dans ce contexte et qui devront migrer de leur habitude A à une habitude B. Et pour cela, il faut pouvoir susciter l'envie, innover, concourir au succès donc, du projet. Et tout ça dans l'intérêt commun de l'entreprise. Donc, ce n'est pas un but individuel, mais plutôt un but collectif. Mettre tout l'écosystème en marche pour atteindre l'objectif fixé. Alors, les principes du management du changement. Vous pourrez voir dans la littérature ou à travers certaines entreprises, certains consultants, une démarche du management du changement ou des démarches de management de changement différentes. Mais par contre, les principes sont les mêmes. Donc, le premier principe, c'est l'adhésion. On ne peut pas faire de conduite de changement sans l'adhésion et l'acceptation du changement par les personnes qui subissent ce changement-là. Donc, la première étape, c'est de motiver les équipes, donc d'œuvrer afin que l'adhésion soit totale. Ensuite, le deuxième point, c'est la communication intelligente. Il faut pouvoir communiquer, distiller l'information, partager l'information pour convaincre. Le troisième principe, c'est la coordination des équipes. Donc, comment organiser les équipes pour que le changement se fasse de manière efficace, que tout le monde soit embarqué et que l'objectif soit atteint. Et le dernier point, c'est le timing. Il faut engager le changement au bon moment, au moment où les collaborateurs donc, sont capables d'absorber ce changement-là, sont prêts mentalement, psychologiquement, intellectuellement, pour pouvoir accepter ce changement-là. Donc, ce sont les 4 principes qu'on va retrouver dans la quasi-totalité des démarches de conduite du changement. Alors, nous allons aborder donc, la thématique donc, du leadership. Donc, il existe plusieurs définitions dans la littérature du leadership. On dira avoir le leadership, c'est avoir l'art d'inspirer les personnes à se faire suivre grâce à la confiance qu'on génère autour de soi, grâce à la vision qu'on propose, on arrive à générer de l'engagement. Et donc, on fait agir les personnes avec un supplément d'âme. Donc, on les incite, on les motive jusqu'à ce que ces personnes-là même deviennent porteurs du projet. Ces personnes-là sont motivées, très motivées et enclins donc à atteindre l'objectif. Et donc, ça, c'est la définition qu'on trouve. Et souvent, on se retrouve un peu perturbé entre le pouvoir, le leadership et l'influence. Et donc là,
je vous propose donc des définitions de ces trois termes qui souvent portent à confusion. Donc, on a du pouvoir lorsque on arrive à faire quelque chose à quelqu'un qui ne l'aurait pas fait sans notre intervention. Donc, on est plutôt dans l'obligation. Et cela peut être réalisé lorsqu'on a un ascendant contractuel, nous sommes le directeur, nous sommes le responsable de cette personne, donc on arrive à imposer nos choix. Ou parce qu'on a un réseau, on a de fortes connaissances, on est capable d'influencer et d'obliger une personne à réaliser donc certaines tâches. Ou par le niveau d'information qu'on possède. Donc, nous avons une vision globale de l'entreprise, nous sommes le seul à maîtriser une certaine technologie, un certain outil qui est utilisé au sein de l'entreprise. Et donc là, on a la possibilité donc, de faire des choses donc, à nos collaborateurs, même si ces derniers n'ont pas envie de le faire. Donc là, on ne parlera pas vraiment de leadership. On sera plutôt dans le pouvoir parce qu'on oblige directement ou indirectement donc, nos collaborateurs à réaliser un certain nombre de tâches. Je vais sauter le leadership et parler d'influence. Donc, l'influence se traduit par l'art de la communication. Donc, vous arrivez, grâce à l'art de la communication, à persuader et susciter l'adhésion. Donc, pas besoin d'agir, vous n'avez pas besoin de montrer l'exemple. Avec vos mots, vos arguments, vous arrivez donc à fédérer une certaine communauté, à les emmener à croire donc, à une certaine vision, les emmener à faire. Et donc, ça aussi, on est plutôt dans de l'influence parce qu'on n'a pas l'aspect action, on n'a pas l'aspect modèle. Donc, on parlera de leadership lorsque les idées sont suivies par une adhésion volontaire. Donc, on arrive à argumenter, à présenter, à mettre en confiance les collaborateurs, son entourage, de telle sorte que ces personnes, de façon volontaire, adhèrent à l'idée. Pas besoin d'être le supérieur hiérarchique, pas besoin d'user du pouvoir. Et donc, là, on parle de la particularité du leadership. Et donc, pour conclure cette partie conceptuelle, cette belle citation-là, donc, qui dit « Le vrai leader, enfant des leaders, donc, aide ses collaborateurs à grandir, à devenir autonomes. Il les met en valeur. Tandis que l'influenceur non leader enfante des suiveurs. » Donc, là, nous sommes à la deuxième partie donc, de la présentation sur le management du changement, la conduite du changement. Donc, nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui est en perpétuelle mutation. On a l'arrivée donc de concurrents qui bouleversent le marché. Pour certains secteurs d'activité, la barrière à l'entrée est faible et donc tout le monde a la possibilité de devenir un potentiel concurrent, même dans des secteurs qui avant étaient vraiment difficiles à couvrir. On voit la naissance de nouveaux concurrents. On a aussi de nouvelles technologies qui nous imposent aussi de nous aligner pour pouvoir satisfaire nos clients. Donc, nécessite un changement. Et donc, nous sommes tentés, ou nous devons en tout cas réaliser donc, cette modification de nos habitudes, de notre gouvernance, de nos procédures pour améliorer la valeur ajoutée qu'on propose à nos clients. Et donc, est-ce que cela se fait de manière hasardeuse? Non. Il y a des méthodologies, il y a une démarche pour pouvoir assurer le succès de ce processus de changement-là. Et donc, dans cette phase, nous allons présenter une des méthodologies de la gestion du changement. Il y en a plusieurs. On va vous présenter celles qu'on a utilisées chez certains clients et pour lesquelles on a pu avoir donc des résultats très satisfaisants. Et donc, quelle est la méthodologie d'abord du changement? Toutes les méthodologies du changement ont pour objectif donc, de passer du lancement à l'intégration en un temps relativement court. Et on voit bien que la courbe du changement passe par différentes étapes. La première étape, c'est le déni. Est-ce que ce projet que mène la direction va nous servir? Est-ce que ces modifications sont utiles? Donc, il y a pas mal de questions que se posent les collaborateurs, l'entourage par rapport au changement.
est-ce que cela vaut la peine? Est-ce que c'est nécessaire? Nous n'avons pas besoin de changement. Aujourd'hui, tout fonctionne bien, nous nous sentons bien dans notre façon de travailler. On ne comprend pas pourquoi on souhaiterait faire évoluer. Et donc, il faut rapidement passer de cette étape-là à la partie résistance, parce que obligatoirement, le déni va se transformer en action. Donc, certaines personnes ne vont pas vouloir faire le mouvement, ils vont présenter des résistances, ils vont présenter des arguments pour ne pas accepter ce changement-là. Et donc, c'est de rapidement passer à cette étape-là. Ensuite, on a la phase expérimentation. C'est la partie où les collaborateurs, l'entourage se dira, on ne veut pas faire, on va quand même tester pour voir si ça vaut la peine, étant donné que c'est déjà là ou c'est sûr que ça va se faire. Donc, pourquoi ne pas regarder dès maintenant? Et comme ça va nous donner plus d'arguments pour accepter ou pour refuser ce changement-là. Et la dernière étape, ça sera l'intégration ou l'acceptation. Et donc, un changement est d'autant plus réussi que lorsque le temps de passage du déni à l'intégration est relativement court, parce que c'est très coûteux en temps et en argent. Et donc, il faut trouver la méthode, les personnes, pour pouvoir réduire au maximum le temps entre le déni et l'intégration, donc l'acceptation de la solution. Et pour ça, nous proposons donc une démarche en 5 étapes. La première étape de la conduite du changement, du management du changement, c'est l'annonce du projet. Donc, il faudrait annoncer le projet de façon claire, partager l'information à l'ensemble des collaborateurs qui vont subir ce changement-là. Il ne faudrait pas que ces collaborateurs soient surpris, donc à la fin, avec une solution qui peut-être les arrange ou peut-être ne les arrange pas, mais il sera difficile pour eux d'adopter un système ou une solution à laquelle ils n'ont pas participé, ils n'ont pas pu donner leur avis. Et donc, la résistance sera encore plus forte. Et donc, on va rallonger notre temps de passage du déni à l'intégration, l'acceptation de la solution. La deuxième étape, donc, ça sera d'analyser les réactions. On annonce et derrière, on verra les différentes réactions. Je suis pour, je suis contre, et derrière, on va essayer donc de traiter les différents avis, les différentes réactions de l'équipe. La troisième étape, ça sera donc d'évaluer la dynamique des acteurs. Donc, par dynamique des acteurs, on va parler de positionnement par rapport au changement. On aura des personnes qui seront pour, des personnes qui seront contre, des personnes qui vont hésiter. Et donc, derrière, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on arrive à convertir une tranche de la population. Et donc, ce qui correspond à la quatrième étape, donc, c'est influencer la dynamique collective. Et la dernière étape, donc, ça sera d'engager les équipes. Parce que le changement sera réalisé, on sera à la phase, donc à l'organisation cible, on aura fini le changement. Il faudrait que ce changement-là, cette nouvelle solution, cette nouvelle organisation soit acceptée et pratiquée. Parce que ça ne sert à rien si derrière, après avoir effectué toute cette démarche, on retourne dans les abysses, on retourne donc à l'organisation initiale. Donc, la dernière étape, ça sera pour vraiment ancrer donc, le changement dans les habitudes des équipes. Nous allons voir en détail donc, toutes les différentes étapes. La première partie, on parle d'annoncer le changement. Donc, la partie annonce du changement, au niveau de l'annonce du changement, il y a 3 temps forts. 3 temps forts à ne pas rater. Le premier temps fort, c'est le sens. Il faudrait que le changement ait du sens. Il ne suffit pas de dire, oui, on va passer du logiciel A à un logiciel B. Derrière, si on ne sait pas pourquoi on le fait, ça crée encore de la réticence et des réactions négatives, donc des antagonistes. Donc, il faudrait que le besoin soit clarifié. Il faudrait amener les collaborateurs à comprendre pourquoi on souhaiterait changer. Et les emmener aussi à s'approprier donc les bien fondés du projet. Oui, nous allons mener un projet d'amélioration ou de changement de solution de comptabilité, car cela va vous permettre d'être beaucoup plus efficace, de mieux suivre le recouvrement. Et donc, en partageant ce sens-là, on facilite l'adhésion, parce qu'il est vraiment difficile de suivre une direction si on ne sait pas pourquoi on doit la suivre ou qu'est-ce que cela nous apporte. Ensuite, le deuxième point, c'est l'enthousiasme et l'émotion. On a tendance à négliger donc l'émotion, le ressenti
des collaborateurs face à un changement. Et ça, c'est une des actions qu'il ne faut pas faire. Donc, le changement en soi, ou la solution en soi n'est pas un problème. Donc, la solution cible qu'on se propose n'est pas un problème, mais c'est plutôt toute la phase de migration vers cette solution-là qui est souvent dérangeante pour les différents collaborateurs. C'est assez lourd pour eux, ou même pour nos clients. Donc, ils vont devoir renouveler les habitudes, apprendre de nouveau, changer de posture, donc sortir de leur situation de confort. Et ça, ce n'est pas forcément facile à faire accepter à un certain nombre de personnes. Et donc, derrière, il faudrait pouvoir créer de l'enthousiasme, de l'émotion, de l'envie. Et donc, pour ça, il faudrait identifier les éléments clés de la réussite de votre projet. Qu'est-ce que ce projet-là apporte? Il faut pouvoir parfaitement le partager avec l'ensemble des collaborateurs. Et donc, cela va pouvoir susciter de l'engagement. La dernière étape, c'est la co-construction. On accepte facilement un projet lorsqu'on y a participé. Et donc, lorsqu'on se sent écarté, on a souvent tendance à ne pas vouloir accepter donc l'arrivée de ce projet-là. On s'est senti écarté pendant la conception, alors on se trouve des arguments pour ne pas forcément adhérer parce que notre impression n'a pas été prise en compte. On nous a peut-être montré à travers donc, cette analyse-là, cet écart, qu'on ne compte pas forcément sur nous ou que nos avis ne comptent pas. Et donc, derrière, on est moins enclin donc, à accepter, à adopter donc, la solution cible. Et donc, ce que vous devez retenir ici, c'est vraiment ces trois temps forts-là. Le sens, les sentiments, l'enthousiasme, l'émotion, l'envie, et derrière, la co-construction. Donc, à l'annonce du changement de projet, il faut tenir compte de ces trois aspects-là. Ensuite, en deuxième étape, on aura présenté notre projet. Il va falloir faire attention donc aux réactions des équipes. Et c'est une étape hyper difficile car on a tendance de directement répondre au blocage, aux propositions des personnes qui subissent ce changement. Et donc, on est plutôt dans une phase de réaction. Et c'est cette phase-là qu'il ne faut pas vraiment avoir. Il faut être plutôt dans une phase d'écoute. Il faut absorber. Les pour, ça va vous permettre d'avoir assez d'éléments pour motiver les personnes qui sont contre. Donc, vraiment écouter ceux qui adhèrent au projet, qui adhèrent à la solution, recenser leurs arguments. Ensuite, les contre. Il faut aussi pouvoir les écouter, comprendre les blocages. Et là, il va falloir faire preuve d'intelligence émotionnelle. Donc, se mettre à leur place et essayer de comprendre donc, leur réticence, leur ressenti. Et là, ça va nous permettre de trouver donc, la juste solution pour créer le déclic et les faire adhérer à ce projet-là. Donc, l'analyse des réactions est une phase d'écoute et non de justification. On aura souvent des arguments qui ne sont pas acceptables, qui sont aberrants, mais il ne faut pas réagir, il faut recenser tout ça et dans une étape vraiment plus éloignée, sortir avec un argumentaire qui couvre vraiment tous les points. La troisième étape, une fois qu'on a écouté les différents collaborateurs, les différents acteurs, alors on va essayer de voir la dynamique. Donc, les alliés, ce sont les personnes qui adhèrent totalement au projet. Les hésitants, des personnes qui ne savent pas si c'est intéressant pour eux ou pas, ils ne sont ni opposants ni alliés. Les opposants qui refusent catégoriquement donc, la solution proposée. Et donc, nous vous proposons cet outil-là, donc l'outil d'analyse des synergies et des antagonistes. Donc, sur l'axe des ordonnées, donc synergie, on a 4 niveaux. Le 4e niveau correspond aux personnes qui prennent l'initiative avec générosité. Donc, ils sont pour ce changement et qui veulent même aider à l'exécution de ce projet de changement. Niveau 3,
ce sont des gens qui trouvent que ça a un intérêt, mais qui ne sont pas forcément enclins à propager la bonne nouvelle ou à motiver certaines personnes. Ils adhèrent au projet et ils trouvent que ça peut leur apporter des choses. Le deuxième niveau, c'est bon, le changement est là, donc il n'y a pas de problème, je le suis. Et le dernier niveau, niveau 1, c'est je ne fais rien, le changement arrive et puis on fera ce qu'on a à faire. Au niveau des abscisses, les antagonistes, donc le niveau 4, c'est je n'accepte pas l'idée proposée, je souhaite imposer mon idée. Au niveau 3, je n'accepte pas, mais je n'impose pas. Au niveau 2, donc on aura le projet, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'avis. Et le niveau 1, j'accepte le projet. Et donc, ces deux abscisses-là vont nous permettre de répartir les différentes populations impactées par ce changement-là. Donc, on verra notre population d'alliés, notre population d'hésitants et notre population d'opposants. Alors, une fois qu'on a réparti donc, les différents acteurs, on va essayer d'agir, d'influer donc, sur la dynamique. Généralement, au démarrage des projets, on a 10% de la population qui sont plutôt alliés, 80% hésitants et 10% opposants. La première étape dans la gestion du changement, on préconise, c'est plutôt de consolider la population d'alliés et d'agir sur la population d'hésitants. Et on traitera donc la population d'opposants après. Et donc, les hésitants, c'est des personnes qui sont encore en attente d'arguments qui vont leur permettre de basculer. Ils n'ont pas forcément des réticences à adhérer au projet, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce que ce projet pourrait leur apporter. Et donc, ils peuvent être influencés. Et donc, il faut s'activer pour les transformer en alliés. Et pour ce faire, vous pouvez vous baser donc sur la population d'alliés pour que chacun présente un peu quels pourraient être ses avantages, pour que ces hésitants-là puissent se projeter, voir que la solution ne plaît pas seulement aux équipes dirigeantes, mais aussi à l'ensemble à un certain nombre de collaborateurs. Et donc, eux, à leur niveau aussi, on pourrait avoir ou trouver des bénéfices. Et en dernier point, on va traiter la population des opposants, en trouvant des arguments qui vont lever leurs différents points de blocage. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de correctement réaliser la phase d'analyse en étant en écoute active pour vraiment comprendre les points de blocage et proposer des solutions adéquates. Et en dernière phase, donc, ça sera l'engagement de l'équipe. Et donc, pour engager l'équipe, il faut de la synchronisation. Donc, ne pas rester dans son coin, le changement s'est terminé, on passe à autre chose. Il faut être toujours en instance de partage avec les différents collaborateurs, comprendre un peu la prise en main, leur ressenti, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Ensuite, avoir une écoute active, donc accepter le feedback. Il peut y avoir certaines remontées parce que le dispositif ou la solution cible a quelques failles, a quelques problèmes. Donc, il faut vraiment être en écoute active pour éviter que les personnes qui ont adhéré au projet se braquent. En troisième point, ça sera la recherche commune de solutions. Une fois qu'on a écouté les feedbacks, les améliorations, c'est avec eux, donc les solutions adéquates pour vraiment traiter ces différents problèmes-là. Et le rebouclage, donc on va repasser sur la phase de synchronisation à chaque étape jusqu'à ce que ce changement-là devienne un nouveau standard. Pardon. OK. Alors, pour pouvoir assurer donc, le changement, il faudrait que l'organisation soit menée par une ou plusieurs personnes. Et c'est cette personne-là qu'on va définir comme le leader du changement. Et le leader peut être un manager, peut être le directeur d'entreprise ou tout autre collaborateur. Et donc, du coup, que doit être le positionnement de cette personne? Quelles sont les aptitudes que cette personne doit avoir? Comment cette personne doit agir?
C'est ces éléments-là que nous verrons donc dans la suite de la présentation. Donc, pour ce faire, je vais partager avec vous une petite vidéo qui dure 1 minute. Donc, je vais vous repartager. Je vais arrêter le partage et repartager la vidéo. Voilà, partager l'écran. Voilà. Okay. Donc, je pense que vous avez pu rapidement voir ces 3 scripts. Et donc, l'élément commun, vous voyez, il y a toujours une personne qui donne le tempo, qui rapidement arrive à avoir l'adhésion de ses compagnons et propose donc des solutions, une certaine organisation pour faire face au danger. Et donc, le leader, c'est ça. Avoir les capacités de pouvoir rapidement embarquer l'ensemble du groupe et les amener à réaliser un certain nombre de tâches. Donc, on pourra dire que le leader en charge du changement, c'est quelqu'un qui donne le cap, qui communique, qui est capable d'influencer et qui est capable de rassembler. Donc, il faut ces 4 facteurs-là pour derrière être un bon leader du changement. Nous verrons plus en détail les différents points. Donc, donner le cap. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner le cap? Quelles sont les aptitudes? Communiquer, rassembler et influencer. Alors, donner le cap. Le leader du changement doit fixer le cap. Il doit assurer la cohérence entre les enjeux et l'action. Donc, voilà où est-ce qu'on veut aller et voilà comment on va y aller. Il va montrer le chemin et il va affirmer la vision. Donc, on ne sera pas dans l'hésitation, sinon finalement, derrière, on perd tout le monde, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on doit faire et on ne sait pas quel sera le résultat. Et donc, un leader du changement doit pouvoir donner le cap. Donc, les aptitudes, c'est la capacité à imaginer, à créer la vision, à innover. Et ensuite, la compétence pour déployer et accompagner la traduction opérationnelle. Donc, on veut atteindre cet objectif-là. Voilà comment est-ce que nous allons opérer pour atteindre cet objectif-là. Il faudrait que ça soit clair et clairement partagé. Influencer. Donc, comme on l'a dit, le changement, il y aura des réticences. Et on ne te suivra pas forcément parce que tu es le plus gros, tu es le plus grand. Derrière, il faut pouvoir partager l'information utile, les arguments nécessaires pour convertir donc, cette population de réticents en personnes qui vont donc adhérer au projet. Et donc, pour ça, il faudrait que les autres puissent adopter ton point de vue. Il faut pouvoir mobiliser, mettre en mouvement. Et donc, comme aptitude, ça sera une personne qui a de fortes capacités en négociation, qui est capable de modifier les comportements, voire même les habitudes de ses collaborateurs, de ses compagnons. Et ça ne peut se faire que si cette personne-là, donc le leader, a une confiance en lui, il est crédible,
et a une bonne connaissance de ce qu'il fait. En gros, un modèle. Ensuite, il faut pouvoir rassembler. Donc, pareil, c'est une fois qu'on a communiqué, on a partagé l'information, pouvoir regrouper tout le monde, faire bouger tout le monde. Là, on dépasse la partie influence. Parce que l'influence, on a communiqué, on a partagé la vision des gens. Derrière, il faut pouvoir faire bouger ce bloc-là. Il faut pouvoir les pousser à réaliser un certain nombre de tâches. La communication. Donc, la communication, un des éléments essentiels pour le leader en charge du changement, parce que la communication permet de susciter l'ouverture, de créer l'émotion. Elle permet aussi donc de faire adhérer, de partager donc les informations. Et donc, pour pouvoir réaliser donc cette tâche-là, il faut avoir de bonnes capacités de communication. Et par communication, on va parler de communication active, mais communication aussi passive. Donc, l'écoute. Et souvent, l'écoute est très négligée dans les phases de communication. On argumente, on ne laisse pas les autres proposer leur avis, échanger. Et là, ça peut être un frein donc à la communication. Il faudrait que ça soit dans les deux sens. On donne, mais aussi qu'on soit capable d'écouter. Et donc, une fois qu'on a ces aptitudes-là, est-ce qu'elles suffisent? Pas forcément. Il faut pouvoir donc équilibrer son niveau ou l'utilisation de ces aptitudes en fonction de la population et en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, ce tableau-là nous permet donc d'identifier quelle position le leader doit prendre en fonction du contexte. Donc, en orange, vous voyez les notations sur 10, c'est la productivité. Donc, on a des gens qui sont capables de réaliser des tâches, ils ont une bonne connaissance. Et en bleu, donc, on a la responsabilité. Et donc, il va falloir jauger son équipe avant d'adopter une ou une autre des postures. Donc, on va contrôler lorsque les équipes sont efficaces, donc ils sont capables de produire. Par contre, elles n'ont pas le sens de la responsabilité. Donc là, on sera dans une posture de contrôle. On sera là, présent dans leur dos, vérifier ce qui est réalisé. Lorsqu'on arrive à avoir un sens de la responsabilité, mais pas assez important pour laisser main courte, on va diriger. Donc, on va donner des indications et s'assurer que ces personnes-là donc arrivent à les exécuter. Et une fois qu'on a un sens de la responsabilité, on a la technicité, le leadership en charge du management pourra passer à une phase de conseiller. Et donc, ils sont capables, ils ont une once de responsabilité, on va les accompagner dans l'exécution de leurs tâches. Alors, on va participer lorsque on va sentir que ces personnes-là veulent le faire, mais n'ont pas la capacité technique pour réaliser. Donc, on sera plutôt dans la partie participation. On va les aider à le faire, on va faire un peu, on va montrer par l'exemple. Ensuite, on va autonomiser lorsqu'il y aura un équilibre entre vraiment la capacité à réaliser et la responsabilité. Donc, vous voyez ces différentes postures-là, ce sont les postures qu'il va falloir utiliser en fonction du contexte. Donc, on ne peut pas être un leader qui est tout le temps dans le contrôle, ou qui est tout le temps en train de guider, ou qui est tout le temps en train de déléguer. En fonction du niveau de productivité et de responsabilité des personnes avec qui on travaille, on sera dans l'une ou l'autre des postures. Et c'est pour ça que le leader doit avoir une capacité d'adaptation très élevée. Il doit être capable de jouer plusieurs rôles à la fois.
Alors, lorsqu'on mène un changement, quelles sont les erreurs à éviter? La première erreur à éviter, c'est de minimiser les risques. Donc, on va effectuer un changement. Quels pourraient être les impacts sur l'activité, sur l'humain et même sur les ressources financières? Et ça, vous ne pourrez couvrir l'ensemble de ces problèmes-là, de ces risques tout seul. Donc, il va falloir travailler en équipe pour pouvoir ressortir les différents risques et surtout les suivre tout au long du projet de changement. La deuxième erreur à éviter, donc, c'est verrouiller la cible. Par verrouiller la cible, j'entends choisir une solution, être figé sur cette solution, quels que soient les arguments qui seront proposés par les équipes, les collaborateurs, l'entourage, on ne fléchira pas. On va rester sur notre position. Et donc, ça, c'est une grave erreur. Parce qu'à la fin, on peut se sentir seul ou on peut se retrouver avec un outil, une solution, un dispositif qui ne fonctionne pas parce que certaines parties n'ont pas été prises en compte ou on s'est entêté à proposer ce dispositif-là alors que dans la pratique, c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Et donc, il faut être assez ouvert, il faut laisser une marge de négociation sur les différentes propositions avec les différentes propositions données. Ensuite, lier les émotions. En gros, on va changer et puis voilà, ça va bien se passer. Il y a certains qui partent dans les couloirs en disant qu'ils ne sont pas très à l'aise ou ne seront pas très à l'aise. Et on se dit, c'est juste de la plaisanterie, c'est rien d'autre que du bavardage. Et donc là, ça peut être un élément vraiment critique ou qui peut faire échouer donc la conduite du changement. Il faut être à l'écoute des émotions, des ressentis, des différentes personnes qui seront impactées par ce projet-là et derrière, les rassurer. Ensuite, la troisième phase, c'est de rester sur l'intention. Donc, on n'a pas d'action menée, on tourne en boucle, on est sur de la stratégie vraiment haut niveau, il n'y a aucune action qui est menée. Et donc là, effectivement, on n'aboutira pas au changement. Arrivé à un moment, on risque de perdre l'attention des personnes et ça peut créer un dynamisme, un abandon donc, de ce projet-là. Et derrière, on va se trouver tout seul en train de faire nos petits papiers et derrière, un bon nombre de collaborateurs, de personnes qui n'attendent plus ce projet-là et derrière, on augmente le risque d'échec. Et la cinquième étape, c'est ne pas créer les conditions. Et donc, on a parlé pendant la phase de changement, les critères. Il y a une question de timing. Il faut vraiment que les personnes soient en condition avant de démarrer donc, son processus de changement. Alors, donc on a vu le changement. On a vu aussi également comment est-ce qu'il faut accompagner ce changement-là. Donc, pour accompagner ce changement, il faut avoir un leadership. Il faut pouvoir mobiliser des personnes. Il faut pouvoir les engager. Il faut pouvoir susciter de l'intérêt. Il faut pouvoir se faire écouter. Et pour ça, il faut avoir du leadership. Alors, le leadership est-il inné? Pas forcément. On peut apprendre à développer son leadership. Il y a des leviers pour développer son leadership, entretenir son leadership. Donc, nous n'allons pas ici présenter toutes les solutions. Il y en a énormément de solutions, d'axes d'amélioration pour développer son leadership. Nous avons récupéré à peu près une dizaine d'éléments qu'on a trouvés très importants qui vont vous permettre, donc sur lesquels vous devez travailler pour permettre de développer donc, votre leadership. Donc, on va commencer par le premier élément, avoir confiance en soi et savoir faire confiance. Et donc, pour pouvoir faire adhérer des personnes à son idée, pour pouvoir engager des personnes, il faudrait que derrière, nous soyons sûrs que, pardon, c'est passé, nous soyons sûrs que déjà vous maîtrisez ce que vous présentez.
vous savez où on va, vous avez une connaissance de ce dans quoi vous vous embarquez. Parce que personne ne vous suivra si on sent qu'il y a de l'hésitation, il n'y a pas une certaine maîtrise. Et donc, c'est la première étape. Avoir confiance en soi et donc maîtriser son sujet pour dégager cette confiance-là. Ensuite, il faut savoir faire confiance. Parce que si on ne sait pas faire confiance, derrière, on va se retrouver seul à tout faire. Et ça, c'est quasiment impossible de réussir un projet dans une telle configuration. Donc, la confiance est indispensable à toute relation humaine, que ce soit en entreprise ou hors entreprise. D'autant plus pour un projet de changement, où on va faire passer des personnes dans un standard, dans un contexte qu'ils maîtrisent, vers un contexte qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et donc, derrière, il faut vraiment cette confiance-là. Ensuite, la deuxième étape, ça sera donc les objectifs clairs. Donc, il faut pouvoir dire d'où on part et où est-ce qu'on va arriver. Et pour ça, il faut que la vision soit partagée. L'absence de vision partagée de l'avenir, de la cible, donc peut mettre en déroute l'ensemble de l'équipe. Alors, le leader inspirant sera le leader qui sait partager clairement la vision de l'entreprise, qui sait clairement partager la cible et qui sait trouver les arguments pour faire comprendre facilement à ses équipes, donc qui sait trouver le langage pour faire comprendre facilement à ses équipes les tenants et les aboutissements d'un projet ou d'un mouvement. La troisième étape, donc, ça sera donc de personnifier les valeurs de l'entreprise. Vous voulez être un leader dans une entreprise, vous devez être un modèle. Vous devez donc dégager de la sérénité. Vous devez aussi être l'exemple donc des valeurs de l'entreprise. À travers vous, on doit percevoir donc les valeurs de l'entreprise. Il faut que vous puissiez être, comme je l'ai dit, un modèle pour les personnes qui vous suivent. La quatrième étape, c'est permettre l'échange. Le quatrième axe, c'est donc permettre l'échange et la transmission du savoir. On l'a dit plus haut, un leader, c'est quelqu'un qui enfante donc des leaders. Donc, il faut être dans du partage, de l'échange, de la transmission de savoir. Il faut pouvoir faire grandir ses collaborateurs. Il faut pouvoir les emmener à être autonomes. Et ça, souvent, on n'arrive pas à le faire. Il faut pouvoir rendre vos équipes autonomes. Et donc, il faut partager les secrets, il faut partager l'information, il faut transmettre le savoir, il faut former ses collaborateurs. Le cinquième axe, c'est recommencer les bonnes initiatives. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux réprimandes. Lorsqu'un travail, une tâche est correctement réalisée, il faut récompenser donc les personnes qui ont réalisé cette tâche. Ça crée de l'engagement. Et donc, les personnes sont de plus en plus motivées à réaliser des performances parce que derrière, il y aura la reconnaissance donc, au travail qui a été fait. Et donc, ça permet aussi de vraiment motiver les équipes, savoir qu'ils sont suivis, valorisés au sein de l'entreprise. Et ça, une fois que vous le faites, vous avez vraiment cette adhésion-là et cette reconnaissance aussi auprès des différents collaborateurs, ce qui permet aussi facilement de les engager, car ça permet de consolider donc, cette relation de proximité-là. Ensuite, encourager le changement. Il ne faut pas être réfractaire aux propositions des collaborateurs. Il faut vraiment être à l'écoute, trouver le bon de ce qui est dit, que ce soit des critiques positives ou négatives. Il faut vraiment en tenir compte. Parce qu'une fois qu'on brime les idées, on n'est vraiment pas à l'écoute de ses collaborateurs, on va ressentir vraiment un abandon donc d'innovation
et cela n'est pas intéressant pour l'entreprise. Et donc, il faut vraiment accepter les feedbacks, être à l'écoute des collaborateurs, encourager les collaborateurs à proposer des actes d'amélioration pour l'entreprise et accepter aussi un certain nombre de remontées. Donc, encourager vraiment le changement. Donc, rester dans une posture de « on a toujours travaillé comme ça, on va continuer comme ça », c'est une posture à abandonner lorsqu'on veut être leader. Il faut vraiment être à l'écoute donc des remontées, des feedbacks. Il faut savoir prendre soin de soi. Donc, ça, c'est très important parce que derrière, on va parler de gestion de l'humeur. Donc, l'humeur est contagieuse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, une bonne hygiène de vie va vous permettre donc d'être de bonne humeur au boulot, de pouvoir mieux gérer vos émotions et donc éviter de frustrer les collaborateurs, donc créer des antagonismes dans une entreprise alors que de façon involontaire souvent. Et donc, c'est par cette bonne hygiène de vie, on arrive vraiment à être au top pour pouvoir avoir une bonne humeur et à la propager aussi au sein de l'entreprise. Et comme je l'ai dit encore pour ajouter, ça permet aussi de vraiment positiver, d'être plutôt dans une posture optimiste et derrière, tout collaborateur est, je vais dire, totalement intéressé ou a plus facilement envie d'approcher une personne qui est optimiste qu'une personne vraiment pessimiste. Donc, le septième aspect, donc, c'est la transparence. Il faut pouvoir communiquer en toute transparence. Et là, donc, on va parler de responsabilité. Donc, il faut vraiment assumer ses actes, positifs ou négatifs. Et donc là, on touche directement l'intégrité. Et l'intégrité, c'est l'une des clés de la confiance. Et donc, sans intégrité, derrière, il est difficile de vous faire confiance. Donc, il va falloir travailler sur sa capacité à être responsable, à accepter l'échec, à apprendre de l'échec et à ne pas cacher ses difficultés. Le point suivant, donc, c'est la capacité d'écoute. Donc, on l'a souvent répété encore, la capacité d'écoute est un préalable à toute bonne communication. Donc, cela nous permet de connaître nos collaborateurs, de connaître leurs axes d'amélioration, leurs qualités, leurs défauts, et donc de se positionner en tant que coach. Et ça va permettre de les faire grandir. Et une fois qu'on arrive à ça, on arrive à gagner donc la confiance de ces différents collaborateurs. Et c'est vraiment une des qualités du leadership. Donc, c'est connaître son entourage, être à l'écoute de leurs préoccupations et donc proposer des solutions adaptées et non génériques. Et là, on se sent écouté, on a vraiment tendance à repartir vers vous. Mais si on ne se sent pas écouté, on s'éloigne de plus en plus de vous et on se dit que ça ne vaut pas forcément la peine d'aller expliquer ses problèmes ou aller proposer des solutions parce que derrière, le responsable ne fera qu'à sa tête, il n'écoutera pas. Et donc derrière aussi, ça, pour avoir l'adhésion des différents collaborateurs, ça devient difficile. Et donc, il faut travailler sur sa capacité d'écoute. C'est un exercice qui est très, très difficile. Écouter totalement l'argumentation d'une personne sans réagir, c'est un exercice qui est très, très difficile. Et donc, il faut vraiment travailler sur cet axe-là et l'améliorer, car c'est un des facteurs qui facilite vraiment l'adhésion et la fédération d'une communauté, d'une équipe.
Ensuite, le dernier point, donc, c'est les convictions. Avoir des convictions. Donc, un vrai leader, il a non seulement des convictions, des croyances, mais il n'a pas peur de les affirmer. Et donc, c'est comme ça qu'il montre qu'il a confiance en lui. Et derrière, il devient quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Donc, voici présenté les différents aspects de la thématique. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, donc, je suis tout dessus. Et pour précision, donc, voilà, donc, au niveau de Mazars, on a un certain nombre de formations à venir. Et donc, le Changemaker, c'est vraiment la suite de cette formation qui vous a été présentée. Et donc, on va sur des cas pratiques beaucoup plus détaillés, donc pour vous former à gérer de façon efficace un projet de changement. Donc, être un vrai leader au sein de votre entreprise et à créer l'adhésion. On a aussi des formations sur la gestion de projet et aussi le management des risques. Ces deux formations sont certifiées. Donc, je passe la parole à M. Nda. Merci. Merci, M. Samake, pour ce partage d'expérience et d'expertise. Voilà, en nous résumant et parlant donc des étapes du management du changement, vous avez évoqué 5 points, notamment annoncer le projet de changement, analyser les réactions de l'équipe, évaluer la dynamique des acteurs, influer sur la dynamique collective et engager les équipes. Parlant de leadership, en 4 phases, vous avez parlé de donner le cap, communiquer, influencer, rassembler. Donc, je crois que voilà, nos auditeurs ont pris très bonne note et ont certainement des questions. Et je rappelle que vous avez au bas de votre écran une icône de main levée que vous pourriez, sur laquelle vous pourriez cliquer. Et ma collègue Karine Yao va vous passer la main pour votre intervention en ouvrant votre micro. Voilà. Les micros et les vidéos ont été expressément coupés pour vous permettre donc de réagir et de communiquer facilement en évitant les interférences. Vous avez à présent la parole et je laisse la parole également à Karine pour animer cette partie, s'il vous plaît. Allô, Karine, s'il te plaît, tu as la parole. Allô, je suis là. Bonjour à tous. Donc, nous allons, on procède par une série de 3 questions, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, OK. Au niveau des spectateurs, nous avons M. Christian Saudier qui aimerait poser une question. Monsieur, vous avez la parole. Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Déjà, merci pour l'invitation à ce webinaire qui est vraiment très intéressant et puis très qualitatif. Puis merci à ceux qui ont pris le temps de préparer et pour la présentation du jour. Alors, moi j'avais 3 petites questions. Donc je travaille aussi dans la transformation finance en France, notamment. Et j'ai écouté, donc ce qui a été dit était totalement, enfin, pour quelqu'un qui fait notamment ce métier au quotidien, est totalement la réalité. Après, j'avais des petites interrogations sur, par exemple, engager le changement au bon moment versus la courbe du changement que vous avez présentée, où on dit finalement dans les grandes étapes, j'avais l'impression que engager le changement au bon moment était quelque chose qui était mis à la fin, du moins de ces fameuses grandes étapes. Je n'ai pas la présentation, du coup, je ne saurais pas vous dire, mais je crois que c'était au début. Et à un autre moment dans la courbe du changement, on parle, oui, je crois que c'est avant encore, juste avant. Et dans la courbe du changement, justement, vous mettez au moment du lancement, vous parlez de déni, etc. Alors que, donc, moi j'aimerais savoir où est-ce que vous positionnez l'engagement du changement quand on dit au bon moment. Parce que de façon pratique, ce qu'on entend et ce qui est plutôt souhaitable, c'est le changement, il doit être intégré dès le moment où vous concevez votre projet. Parce qu'en fait, vous savez très bien, au moment de l'analyse et de l'expression même
de la collecte des besoins, de l'expression de besoins, vous devez déjà intégrer ce changement, ce qui fera la différence entre des gens qui ne l'intégreront pas ou pas. Pardon. Et la deuxième question, donc, c'était à quel moment vous positionnez, donc, engager le changement. La seconde, c'était quel lien, et ça, j'en ai pas entendu parler, je ne sais pas, c'est peut-être moins vrai en Côte d'Ivoire qu'en France, mais quel lien faites-vous entre culture d'entreprise et conduite du changement? Je donne un exemple. Si vous êtes dans une entreprise qui est plutôt start-up avec un état d'esprit assez dynamique, enclin à tout ce qui va être gestion de projet, vous ne conduisez pas le changement de la même manière que dans une administration, sans avoir un esprit critique, hein, mais de dire que dans une administration où, on va dire, les évolutions sont plus sclérosées, où vous avez des prises de décision plus lentes, où les gens sont habitués à ce qu'on appelle un peu, de façon un peu péjorative, un train-train quotidien. Donc, quel lien faites-vous entre culture d'entreprise même, on va dire, et conduite du changement? Et enfin, la dernière question, c'était opposants hésitants. J'ai vu que dans votre démarche, vous aviez les 10% d'alliés, vous avez 80% d'hésitants et 10% d'opposants. Et dans votre présentation, vous disiez que ceux-là, les opposants étaient vus en dernier, alors même qu'ici, globalement, ce qu'on fait, c'est que justement, on travaille d'abord sur ces opposants pour comprendre en fait ce qui les rend réfractaires au changement, pour travailler une stratégie pour les faire passer d'opposants à hésitants et ensuite en faire des alliés qui, eux, feront en sorte qu'on passera justement qu'on dégrossira ces 80% pour avoir très rapidement d'autres alliés. Ils deviennent limite ce qu'on appelle ici des key users. Ils deviendront nos porte-paroles. On fait en sorte qu'ils deviennent, eux, nos porte-paroles. Et très rapidement, vous dégrossissez les 80%. Voilà, c'est juste pour comprendre un peu, avoir un peu vos avis dessus. Mais je vous dis de façon globale, merci pour cette présentation qui est très qualitative, en fait. Voilà, merci. Merci. Bon, je pense Merci, qu'on a monsieur. OK. On va laisser la parole à monsieur Mamoru pour qu'il puisse répondre. Merci. Donc, on a eu les trois questions. Donc, la première, c'est la partie l'engagement. À quel moment on engage? Et ça, par rapport à la courbe du changement qui est précisée. Donc, le bon moment, c'est avant même la phase de lancement. Et donc, vous êtes dans une entreprise, on sait plus ou moins quelles sont les contraintes de cette entreprise. Lorsqu'on doit, par exemple, faire évoluer le système comptable, on va éviter de faire entre la fin de l'année, décembre, et début mars, parce qu'on sait qu'on a des audits financiers, et donc on ne va pas se mettre là à faire migrer tout un logiciel et demander à toute la direction comptable de pouvoir utiliser ce logiciel-là. Donc déjà, non seulement ils seront réfractaires, ils n'ont pas le temps de démarrer ce projet de changement, mais ils ont la tête vraiment à autre chose. Donc, il faut que l'audit passe, il faut qu'on puisse s'assurer que les informations qu'on a remontées sont fiables. Et donc, venir introduire un projet de changement à cette étape-là, ce n'est vraiment pas idéal. Et donc, c'est vraiment avant ta phase de lancement, tu vas, en fonction du contexte de l'entreprise, définir ta période donc, de lancement. Donc, on est vraiment en amont, pas sur ce graphe-là. Donc, c'est au quotidien, en échangeant avec la direction, en regardant les projets qui sont en cours, vraiment trouver une période idéale pour faire un changement. Si le changement nécessite beaucoup de formation aussi, on ne va pas faire pendant la période de vacances parce qu'il faut que les personnes soient là et tout. Donc, si c'est un renouvellement de bureau, un rafraîchissement des locaux, là aussi, tu peux prendre une période où il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, l'identification du timing va se faire avant la phase de lancement. Ensuite, le deuxième point, donc le lien entre la culture d'entreprise et la gestion du changement. Bon, pour moi, pour réussir un changement, on ne peut même pas dissocier donc ces différentes étapes-là. Il faut pouvoir d'abord s'imprégner de la culture d'entreprise avant de mener un certain nombre d'actions. Donc, si on est sur une entreprise qui ne bouge pas souvent, les personnes ont des habitudes, on va vraiment prendre le temps donc déjà d'annoncer
le projet qu'on souhaite faire. Donc, on va passer énormément de temps sur la phase de lancement. Et on va voir qu'il y aura un ralentissement énorme entre la résistance et l'expérimentation. Parce que souvent, c'est des entreprises avec des personnes à fort pouvoir. Souvent, même on a, je vais dire, des collaborateurs qui se braquent ou l'impact est trop important pour cette entreprise-là, contrairement à une start-up, parce que c'est un logiciel qu'on a utilisé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, du jour au lendemain, on ne peut pas vraiment tout bouleverser. Et donc, l'approche présentée ou la méthodologie présentée dans la slide suivante, si je veux bien, donc présentée ce matin, intègre donc la culture du changement au niveau de l'analyse des réactions et au niveau de l'influence sur la dynamique collective. Donc, il va falloir tenir compte de la culture d'entreprise pour réaliser vraiment toutes ces étapes-là. Donc, sur une start-up, on a des gens qui sont jeunes, qui eux-mêmes acceptent le changement. Et donc, on verra explicitement l'impact de la culture d'entreprise sur notre processus de changement. Et quand on va définir donc la partie dynamique des acteurs, dans une entreprise qui n'aime pas bouger, vous allez voir que la population de personnes réfractaires donc, sera beaucoup plus élevée. Et donc, on va adapter le traitement donc, de ces cas-là donc, au niveau de la dynamique. Est-ce qu'il faut faire du coaching particulier, accepter, fléchir, accepter un certain nombre de points? Vraiment, on va ajuster notre méthodologie en fonction de la culture d'entreprise et ça se verra très facilement au niveau de l'évaluation de la dynamique des acteurs. Maintenant, le dernier point sur la différence donc, entre opposants et hésitants et pourquoi dans la démarche présentée, on commence par les opposants. Et on ne commence pas par les opposants. Et donc, je vais prêter là. Là, on voit qu'on a une forte relation au niveau des hésitants. Et ces personnes-là ont la possibilité de devenir alliés ou opposants. Et plus tu as d'opposants, plus la conduite du changement devient difficile. Et donc, on ne va pas abandonner les opposants et se focaliser sur les hésitants. Non, on va traiter les deux en même temps. Et nous, on dit qu'il faut investir 2/3 du temps sur les hésitants et 1/3 sur les opposants. Parce qu'il faut rapidement convertir ces hésitants-là. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent opposants. Les opposants auront leurs arguments qui seront là et généralement figés, pas dynamiques. Alors que les hésitants, en une fraction de seconde, à un argument proposé, il suffit qu'un opposant remonte haut et fort ses contraintes et derrière, tu perds cette population-là. Et donc, il faut pouvoir la consolider. C'est des personnes qui peuvent facilement passer du côté allié et donc, on va travailler sur cette population-là. Et les alliés vont nous permettre aussi de trouver des arguments pour convaincre les opposants. Donc, on va se focaliser en dernière position sur les opposants parce que c'est beaucoup plus difficile, on va perdre plus de temps et si on n'a pas converti les hésitants, pendant la phase donc, de traitement des cas des opposants, on risque d'en créer d'autres. Et c'est pour ça que dans la démarche qu'on utilise, nous, on met l'accent vraiment sur cette population-là, donc qui généralement est plus facile à convertir que les opposants. Mais on n'oublie pas, parce qu'en phase 2, comme j'ai dit, on a déjà recueilli les contre, on a déjà recueilli leurs arguments et on est en train de travailler sur des propositions pour les faire passer d'opposants à alliés. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, oui, complètement. Les deux premiers points, après le dernier point, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'une question d'approche. Nous, on construit complètement on va dire, notre conduite du changement se base sur justement les arguments des opposants. Et avant même un kick-off,
on a déjà, on va dire, la méthodologie, on sait comment les approcher parce on a déjà identifié, mais c'est tout à fait ce que vous disiez déjà, hein. Exactement, on les a déjà identifiés. Et en fait, le danger, en fait, ce qui fait qu'on attaque souvent par les opposants et pour pouvoir du moins mettre en œuvre la démarche, c'est qu'en général, dans ces opposants, pour peu que vous ayez euh, deux personnes clés, vous pouvez vraiment basculer. Je donne un exemple, parler de projet de transformation financière. Vous avez un directeur du contrôle de gestion qui est réfractaire et un directeur comptable qui est allié. Vous avez quand même un directeur du contrôle de gestion à gérer. Donc, si vous n'arrivez pas à répondre à ces points, que vous attendez en disant en avance, et qu'à la fin, vous arrivez sur ce monsieur qui bloque le process, vous allez avoir des délais qui vont être plus longs, vous allez, etc., etc., et les frais qui sont en cours pour le client. Mais votre approche aussi est tout aussi louable, hein. Je pense qu'il y a un certain nombre d'effets d'expérience qui ont dû faire que vous procédez comme ça. Mais c'est vrai que, bon, je dis, vous étiez chez Capgemini. Ici, aujourd'hui, on attaque, on l'a bâti sur ce qu'on collecte auprès des opposants, justement, C'est pour ça. tout de suite tuer, pardon l'expression, toutes ces velléités de blocage, en fait. Mais sinon, C'est vos ça. réponses sont tout à fait exactes, hein, et je vous remercie encore. OK. Et pour terminer là-dessus, Mhm. donc, quand on prend ce graphe-là, donc à l'extrême droite, Oui, donc antagoniste, oui, on aura souvent des opposants oui, qui ne fournissent aucun effort c'est ça, complètement. pour basculer. Et donc là, vous voyez, c'est écrit en tout petit, mais là, Oui, on a une partie imposition. oui, Donc, à ce niveau-là, il va souvent falloir être directif. Et si on a le pouvoir, vraiment imposer le changement à un certain nombre de personnes. Mais il absolument. faudrait en tout cas limiter, donc travailler de sorte que le pourcentage de personnes qui restent après tous les efforts fournis soit extrêmement faible. Oui. Pour qu'on sache Si, que leur blocage n'est pas factuel, c'est juste du ressenti ou de la peur. Donc, on va essayer de les rassurer, mais on ne va pas bloquer le exactement. projet. Absolument. Et si je peux me permettre de compléter, il y a un auditoire aussi avec nous, tout à l'heure, le point sur la culture d'entreprise est d'autant important que plus l'entreprise est une entreprise qui fait très peu de projets, donc comme on disait, assez sclérosée et qui ne se met pas à jour, et plus vous avez d'opposants. Et ce sont ces entreprises-là les plus dures en général dans toute cette partie conduite du changement, parce qu'aussi, d'un point de vue outils, technologie, etc., ils sont un peu, pardon de l'expression, à l'ancienne école, donc ne sont pas forcément, n'adhèrent pas forcément. Quand vous avez une génération un peu, on va dire, start-upper ou une boîte qui a une culture d'entreprise enclin au changement, avec des applications, des petites choses, des vidéos, etc., on arrive très vite à impacter. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais posé la deuxième question sur la culture d'entreprise. Mais je vous remercie, hein, c'est très, très clair et merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Merci. Je tiens à rappeler aux participants qu'ils peuvent également poser des questions dans le chat. Donc, nous avons monsieur Marc, il a baissé la main. Sinon, nous avons monsieur Marc-Auguste Aubré. Voilà, on lui ouvre le micro. Monsieur, vous avez la parole. Vous Allô? m'entendez? Oui, oui, vous m'entendez? Oui, Oui, je on vous vous entends. entend. Très bien. Merci vraiment pour cette donc, opportunité, on va dire, de renforcement de capacité. Ça a été effectivement une présentation très enrichissante. Moi, mon nom est Marc Daubré et je suis le président donc, du Green Cluster des PME vertes. Et effectivement, ce type justement d'opportunité est extrêmement important pour nous, non seulement en tant que PME, mais aussi en tant qu'organisation qui regroupe un certain nombre de PME. Mais nous sommes dans un domaine, donc le domaine de l'économie verte et du climat, qui est un domaine nouveau, mais qui est un domaine aussi très changeant. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une configuration quand même où la plupart des entreprises, nous vivons dans un monde changeant. Et alors, ma question, c'est que je me porte un peu sur, on va dire, le périmètre, le scope de la thématique choisie. C'est vrai que vous avez commencé par les concepts avec la notion de changement, mais il me semble quand même que tout ce que vous avez décrit répond un peu à des processus structurés, séquentiels,
pour des changements, on va dire, de fond ou des changements structurels. Mais de plus en plus, il s'agit de changements permanents pour nos entreprises et nos organisations. Il s'agit donc forcément d'une agilité permanente, d'une réactivité permanente, d'une proactivité permanente et qui ne cadre pas toujours ou qui ne cale pas toujours avec le timing que vous proposez, que vous suggérez, qui est extrêmement pertinent. Alors, donc, comment est-ce qu'on aborde ce type de changement permanent voilà. Merci. D'accord. Je vais répondre. Donc, effectivement, les différentes étapes sont présentées, mais pas dans le temps. Et on en parlait de culture d'entreprise. Donc, le temps de passage entre le lancement et l'acceptation donc, peut être relativement long. Et la difficulté donc, des grosses structures qui seront peut-être dans le domaine ou dans le secteur d'activité que vous avez décrit, auront vraiment des difficultés à suivre le marché. Parce que si tous les 6 mois, on a des nouveautés ou tous les 3 mois, on a de nouvelles choses, on a une nouvelle façon de fonctionner, de nouvelles solutions, et qu'au sein de ton entreprise, il te prend 1 an pour réaliser ton changement, effectivement, tu seras toujours en retard et on aura même des investissements gâchés parce qu'au moment où tu auras donc, ton dispositif final ou ta solution finale, elle ne sera plus d'actualité. Et pour ça, donc, il y a énormément donc, de dispositifs, de méthodologies agiles aussi qu'il faut prendre en compte dans ce processus de changement. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit, au niveau, ça peut être du Scrum, qui n'est pas seulement utilisé au projet, mais qui peut être utilisé au niveau de donc, l'organisation. Ça sera donc de morceler donc, des gros changements en petits changements pour réduire ton time to market. Donc, le time to market, c'est la période entre la génération de l'idée et la mise à disposition de cette solution sur le marché. Et donc, pour ça aussi, on est en mode Inception parce qu'il va falloir aussi faire du changement pour rendre ton entreprise, dans un premier temps, agile. Donc, il faut que ton entreprise puisse rapidement réagir au changement. Et donc, il y a un certain nombre de formations qu'il faut faire. Il faut aussi un certain nombre de dispositifs. La difficulté dans les grandes entreprises, c'est qu'on a des processus qui sont hyper longs, qui sont énormes, avec énormément d'intervenants là-dedans. Et le temps de résoudre tous ces blocages-là, on arrive difficilement donc à sortir un produit viable ou actualisé. Donc, on est souvent en retard. Donc, la première chose, c'est de travailler sur l'agilité de l'organisation. Mais on va rencontrer les mêmes difficultés donc, dans la conduite du changement. On veut mener, par exemple, un projet de communication. Est-ce qu'on a besoin que le directeur financier soit partie prenante? Est-ce qu'on ne peut pas allouer le budget de la communication directement au directeur de communication et lui, avec son équipe, peut-être accompagné d'un juriste, on ira vite sur le plan de communication et on va le diffuser. Mais s'il faut que le directeur général valide le plan de communication, derrière aussi, on a un time to market qui devient hyper long. Et donc, pour pouvoir s'adapter à chaque fois, on a énormément de soucis. Il faut changer le plan de communication. On passe 6, 7, 8, 10 mois à sortir un plan de communication qui lui-même peut se réaliser en 2 mois. Et donc, il faudrait que les entreprises, dans un premier temps, puissent être agiles. Et avec cette agilité-là, on aura la capacité donc, de réaliser des changements en un temps record et être toujours, donc, toujours en phase avec le marché et donc toujours d'actualité. Et c'est ça aussi la grosse difficulté. Donc, procéder à des changements, c'est hyper compliqué. Démarrer des gros projets de changement avec une structure qui n'est pas agile, on va passer énormément de temps. Et donc, déjà, c'est la première transformation, c'est les processus en interne, s'assurer d'avoir
des processus ou procédures efficientes et il y a plusieurs méthodologies qui existent. Optimisation des processus, on a du Lean, donc qui va permettre à ton organisation d'être beaucoup plus efficace. Et derrière, même si tu es dans un environnement qui change tout le temps, l'efficacité de l'entreprise fera qu'on est capable donc de s'adapter à ce rythme qui est vertigineux. Et c'est pour ça aujourd'hui, les grosses entreprises envient les startups parce qu'une startup est capable de changer toute sa stratégie en une journée, même moins. Absolument. Donc, des études seront menées. Et donc, ces entreprises ont envie, ces startups. Mais une grosse entreprise qui veut changer sa stratégie, d'abord le conseil d'administration, ensuite, il faudrait voir la déclinaison sur toutes les directions. Est-ce qu'on peut réunir les directeurs? Il y a d'autres projets et tout. Et donc, on se retrouve on a une mastodonte à déplacer et on ne sait même pas par où commencer. Tout le monde est décideur sur les projets, personne n'est autonome sur sa partie. On veut changer un logiciel de communication, on est obligé de réunir tous les directeurs logistiques, directeurs juridiques et tout. Et donc, derrière, il est vraiment difficile donc, de s'adapter au fur et à mesure et s'adapter tout le temps. Donc, pour pouvoir suivre ou survivre dans une industrie donc, qui est en perpétuel mouvement, il faudrait que l'entreprise elle-même soit agile. Voilà un peu Merci. ce que je peux dire sur le sujet. Merci. C'est small is beautiful pour les PME. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Nous avons encore M. Christian Saudet, non, celui qui avait la parole tout à l'heure. Donc, veuillez laisser la main, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. À part lui, nous n'avons pas de questions dans le chat, ni de main levée parmi les spectateurs. Voilà, on a une personne, je pense M. Paul Quoi, qui souhaite prendre la parole. Monsieur Paul Quoi, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, vous pouvez poser. Bonjour, madame. Bonjour. OK. Je voudrais à mon tour d'abord remercier l'agence Côte d'Ivoire PME qui a bien voulu associer le ministère en charge du budget à cette réunion en ligne. Ensuite, féliciter le présentateur du jour pour la qualité de la communication et surtout la pédagogie dont il a fait preuve. Cela dit, j'ai deux préoccupations. La première, est-ce que le support peut être mis à notre disposition, c'est-à-dire à la disposition de tous ceux qui ont participé à ce webinaire? La deuxième préoccupation, quand il a parlé de la capacité d'adaptation du leader, bon, je n'ai pas très bien capté le schéma qu'il a présenté, notamment dans la dernière colonne, parce que dans la première colonne, il y a contrôler, diriger, conseiller, mais je n'ai pas bien capté les éléments de la dernière colonne. S'il peut revenir là-dessus, s'il vous plaît. Donc, voici mes deux préoccupations, à savoir le support et puis justement, bon, le schéma qui vient d'être présenté, s'il peut nous le commenter rapidement. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci, monsieur Paul Quoi. Monsieur Mamon, vous avez la parole. Le document vous sera transmis par mail. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc, la dernière colonne, nous avons donc délégué, autonomisé et participé. Bon, souvent, on a tendance à confondre délégué et autonomisé. Donc, délégué, on va donner un certain nombre de tâches ou d'actions à réaliser et derrière, on va s'assurer que ce travail a été correctement fait. Et donc, on parlera d'autonomisation lorsque on a laissé faire, on a donné les indications, les personnes en charge ont réalisé et on a confiance au travail qui a été fait, on pourra le transmettre. Sans forcément passer le temps ou passer en revue donc, les actions qui ont été faites. Donc ça, ce sont les deux différents points. Donc ça va se jauger en fonction donc, de la capacité des personnes à qui on a délégué ou autonomisé à faire leurs tâches et aussi de leurs responsabilités. Voilà.
Donc, je donne, j'attends un retour pour m'assurer que tu as correctement fait. Je donne et je te dis, je suis confiant sur le résultat attendu et tu pourras l'envoyer ou le valider. Donc, c'est vraiment ces étapes-là. Et donc, ça va dépendre donc, de la responsabilité de la personne ou de l'équipe à qui on transmet les tâches à faire, mais aussi de leur capacité à produire donc, un résultat correct. Voilà. Et la participation, donc, on voit que l'équipe est responsable, mais au niveau de la technicité, il y a peut-être un peu de manquement où on n'est pas sûr qu'ils vont faire dans les temps. Donc, je vais faire partie intégrante de l'équipe. Je serai un collaborateur ou un membre de l'équipe. On va travailler ensemble, peut-être se répartir les tâches ou autre chose, et on va sortir vraiment l'attendu. D'accord, merci M. Mamourou. Nous n'avons pas de questions dans le chat et pas de main levée non plus. Ok. Allô, Karine? Oui, Anderson. Voilà, si ce même schéma, j'aimerais demander… On t'entend faiblement. On t'entend faiblement. Et toujours sur ce même schéma, j'aimerais demander à l'expert de nous expliquer un peu quel mécanisme ou quel dispositif le leader peut mettre au sein de son entreprise ou au sein de son groupement ou de sa fêtière pour évaluer ou noter régulièrement l'autonomie de son équipe afin d'orienter sa stratégie, soit de coordonner ou de guider ou de conseiller. Parce que c'est pas évident de mesurer en temps réel le stade auquel parvient donc son équipe en matière d'autonomie. Alors, quel système mettre en place en interne pour faciliter donc l'appréciation de cette notation? Oh, d'accord, il va répondre à la question, mais on a une main levée de Annie Arsène, donc juste après cette question, la réponse, on pourra lui passer la parole. D'accord. Donc, bon, en termes d'outils, je ne sais pas trop vous conseiller sur un outil. Par contre, lorsqu'on travaille avec une personne, tu as deux étapes. Soit tu te dis, je délègue et je vois les résultats, mais pour moi, ça sera, je veux dire, ça sera de l'empirisme. S'il y a une méthodologie à donner, c'est de l'empirisme. C'est-à-dire, on va se baser sur l'expérience. Donc, la première chose, si c'est vraiment un travail critique, je démarre au niveau donc, du contrôle. Je suppose que j'ai recruté quelqu'un ou c'est quelqu'un qui travaille à ce poste depuis, donc je vais jauger un peu, je vais dire, bon, je suis dans une phase de contrôle. Je démarre par la phase de contrôle. Je te demande une tâche, tu me rends le travail qui est effectué, je contrôle. Une fois que je suis satisfait de ce travail, je vais basculer donc à une phase de direction, diriger. Donc, je vais t'envoyer le travail à faire. Et derrière aussi, observer les résultats. Et donc, je vais arriver à une phase d'autonomisation lorsque, à chaque fois que je devrais donner un travail, tu l'auras correctement fait. Et il ne faut pas basculer systématiquement sur un des types de leadership parce que ça dépend du contexte. Donc, si c'est un travail qui n'a jamais été fait, est-ce que je bascule directement sur la partie autonomisation? Non. Donc, il y a vraiment… c'est quand même difficile d'avoir des notations et placer vraiment ou choisir comme ça une solution. Il faut côtoyer la personne, peut-être émotionnelle. Et donc, peut-être, voilà, vous devez, je ne sais pas, faire un dossier de financement. Comment est-ce que vous vous comptez? Donc, les premières réponses, la façon de détailler le travail qui va être fait va vous permettre déjà d'identifier la productivité de cette personne. Ah, c'est bien expliqué, très méthodique, détaillé, il est capable de faire. Ou on voit des hésitations dans la manière de décrire le travail qu'il y a à faire. On se dit, bon, ça, il faut que je contrôle. Ou ce qu'il dit est complètement faux, là, je dirige. Voilà ce que tu as à faire. Donc, ça sera vraiment en fonction de la personne, en fonction aussi du contexte. Donc, à chaque fois, il faut avoir un peu, je vais dire, cette capacité aussi d'évaluer
la personne avec qui on travaille pour identifier où est-ce qu'on se positionne. Mais derrière, s'il y a il y a la gestion, il y a une responsabilité à prendre, vaut mieux démarrer avec un niveau très faible de confiance, donc se mettre dans la posture contrôle. Et une fois qu'on sait que l'exercice est maîtrisé, on ira sur la partie autonomisée. C'est comme ça. Comment tu comptes faire la chose? Je compte faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. OK, je sens qu'il y a une certaine maîtrise. J'autonomise. Il y a des hésitations. Je vais déléguer, je vais contrôler. Il ne sait pas de quoi il parle. Je dirige. Donc, voilà un peu. Et à force de travailler avec cette personne, donc vous saurez directement dans quelle catégorie se trouve ce collaborateur en particulier ou l'équipe en particulier, et puis derrière, vous allez adapter. Donc, c'est vraiment à la situation et à la tâche. Merci, M. Samake. Merci, M. Mamoru. Donc, nous n'avons pas de questions dans le chat et pas de main levée non plus. OK. Je vais donner la parole à Anderson. Merci, Karine. Merci à tous les participants et tous ceux qui ont pris la parole. Je crois M. Marc Dobré, le président du cluster PME VET. On a eu M. Paul Kwa du ministère du Budget, M. Christian, M. Annie. En tout cas, nous vous remercions de vos contributions et surtout de votre présence pour l'intérêt accordé donc à ce webinaire. Le guichet des services aux PME a également pour mission de travailler à renforcer les capacités des groupements et associations de PME. Donc, nous aurons, après cette thématique liée donc au leadership et à la conduite du changement au sein des groupements et associations de PME, nous aurons les mois à venir d'autres thématiques spéciales, sinon spécifiquement adressées aux groupements et aux associations de PME, les fêtières de PME, ainsi que d'autres thématiques adressées en général aux PME et aux dirigeants de PME. Donc, nous vous enverrons les invitations et les courriers pour vous informer du programme au fur et à mesure. Et nous avons été assez édifiés par les experts ou notre expert de Mazars. Et je voudrais à présent lui laisser la parole, M. Samake. Voilà, M. Mamoru Samake, pour votre mot de fin et présenter également vos coordonnées pour que les participants puissent rentrer après en contact avec vous pour la suite de l'appui, conseil que vous pourriez bien leur apporter. M. Samake, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Voilà. Voilà. Donc, je vais partager mes coordonnées. S'il vous plaît. C'est bon. Donc, à la fin, deux secondes, presque arrivé. Désolé, c'est un problème de... Désolé, 2 secondes. Voilà, Okay. Vous voyez mon écran ou pas? Pas encore. Pas encore. Hop. Là, tout à l'heure, c'était bon, mais voilà. OK. Donc, voilà, vous avez mon email en bas, mamoru.samake@mazars.ci. OK. Voilà. Donc, je vous laisse votre mot de fin, s'il vous plaît, M. Mamoru Samake. Donc, je vais encore dire merci à l'Agence Côte d'Ivoire PME qui nous a fait confiance donc, pour la présentation de cette thématique. Merci à tous les participants. Merci pour les questions. Merci pour cet échange. Donc, ça a été très enrichissant. On a eu un vrai partage d'expériences,
d'informations aussi. Donc, n'hésitez pas. Donc, on va vous transmettre les supports. Si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon nom, prénom, c'est le même sur LinkedIn aussi. Donc, on peut s'ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et parallèlement aussi, donc, voilà le planning des prochaines formations du groupe Mazars. Donc, The Changemaker, donc réussir sa conduite du changement, c'est une formation pour dirigeants, une journée. Ça sera le 19 novembre. La gestion de projets agiles, donc on a parlé rendre agile son entreprise, réduire le time to market, le temps de livraison de ses projets, de ses produits, avec une certification à l'appui, donc qui sera le 21 octobre. Et puis, pour tout ce qui est gestion de risque, on a la formation certifiante aussi, ISO 31001, le 27-10. Merci à tous, merci pour cet échange et puis bonne continuation, bonne journée. Merci, M. Samaké. Et par ma voix, voilà, pour terminer, le DG de l'agence Côte d'Ivoire PME vous remercie et à travers vous remercie le DG de Mazars Côte d'Ivoire pour avoir accepté d'animer ce webinaire. Ce n'était pas évident. On a eu pas mal de soucis techniques en début, mais je crois que tout est rentré dans l'ordre. Nous allons certainement vous solliciter à nouveau pour d'autres thématiques et nous reviendrons pour qu'on puisse échanger, pour mettre en place un véritable partenariat pour accompagner les dirigeants de PME et en particulier les dirigeants de fêtières de PME. Voilà. Donc, cela dit, mesdames et messieurs, nous vous remercions et nous vous souhaitons un très bon après-midi et à très bientôt pour la suite de nos formations en ligne et bientôt en présentiel. Voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.